Les chemins de la connaissance, cette semaine, écrire la poésie, aujourd'hui habiter en poète avec Michel Deguy. Michel Deguy, bonjour. Bonjour. C'est poétiquement que l'homme habite sur cette terre, c'est la phrase célèbre de Hölderlin, que vous citez d'ailleurs, et qui du coup assigne à la poésie la tâche ou le devoir d'ingérence dans le cours du monde. Car, dites-vous, Michel Deguy, dans un autre article, vous intervenez beaucoup dans la presse, la poésie n'est pas faite pour tourner en jeu de mots et en petits proverbes les compagnies des tourneaux à l'heure de l'apéritif ou entre deux stations de métro. Alors, c'est le sens et la raison de ces chroniques, justement, que vous rassemblez sous le titre « Au jugé » et qui regroupent donc des interventions sur des questions d'actualité, des interventions où l'on entend le philosophe que vous êtes aussi, mais surtout la voix tendue, la tête chercheuse du poète. Et j'en veux pour preuve donc le dernier texte, un des derniers textes de cet ensemble intitulé « Au jugé », donc qui est publié chez Galilée. Ce dernier texte... c'est une chronique sur la fin des temps à partir de cette page de Baudelaire dont l'incipit prononce « Le monde va finir ». Et je vous cite, Michel Deguy, le 1er juin dernier, dans le journal Le Monde, James Lovelock, scientifique anglais, écologiste, j'ajoute l'auteur de l'hypothèse Gaïa, décrivait avec précision l'immense dévastation de la Terre, non pas en tant qu'astre, il en faudra plus, mais en tant qu'habitation des humains, en tant que le monde et les mondes de la Terre, comme si l'immonde émondation déshumanisante que s'infligèrent les nations au XXe siècle avait annoncé l'immondice, la déterrestration en cours. Alors, ma question, évidemment, cette déterrestration, c'est un concept forgé, un néologisme inventé par Jean-François Lyotard. Oui. Vous le reprenez à votre compte. Oui. Et sur la tâche du poète, donc, d'habiter poétiquement le monde. Oui. Voilà. Alors, habiter poétiquement le monde, c'est devenu un poncif, n'est-ce pas ? Je crois qu'il faut partir de là. C'est une citation très usité de Hölderlin, commenté par Heidegger. Escorté par Heidegger. Oui. Et donc qui est devenu ça. Mais oui, bien entendu, on va habiter poétiquement le monde, c'est pour ça. Mais évidemment, entre-temps, habiter, habitacle, habitation, qu'est-ce que c'est devenu ? Poétiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et le monde, où en sommes-nous ? Donc c'est pour le motif, c'est de ne pas se contenter de répéter comme dans un vague retour à la terre terrestre. De ne pas se contenter de cette espèce de si ou de leitmotiv possible, mais de se poser la question comment l'interpréter aujourd'hui, c'est-à-dire le remettre non pas en circulation, mais en vigueur, bref, en pensée poétique. Le mot de Jean-François Lyotard, déterrestration, a une double charge sémantique, disons. D'une part, c'est d'ailleurs plutôt dans ce sens-là dans son premier usage, il l'employait, c'est quelque chose comme quitter la Terre. Et bien entendu, nous ne pouvons pas oublier, au contraire, nous pensons de plus en plus à ce fait que le programme humain est de quitter la Terre en tant que planète, la Terre sur son orbite, c'est-à-dire la Lune, puis Mars, puis l'avenir éloigné. Alors, il y a ce sens-là. Et puis, il y a aussi le sens du dé, du sens péjoratif du dé. On déterrestre, comme on défenestre, on désertifie, etc. C'est tout ça qui est entendu. Donc, ces deux charges sémantiques ensemble, comment les penser et les articuler. Alors, déterrestration, vous l'entendez surtout dans ce texte comme évidemment signifiant une inhabitabilité croissante. Oui. Alors, est-ce que vous trouvez, Michel Deguy, que le poète est dans son rôle en dénonçant justement, cette déterrestration ou vous dites aussi, ce devenir habitacle de l'homme ? Oui, son rôle tout à fait, à vrai dire, c'est-à-dire, vous voyez, c'est la jonction qui caractérise ce temps, des motifs qu'on peut appeler écologiques en un sens profond, et des grands motifs poétiques comme celui de l'habitation terrestre. Au fond, si on entend attentivement et étymologiquement écologie, oikos, logos, la demeure justement, oikos, qui est dans économie, etc., c'est écologie, pris fondamentalement, est un des hétéronymes de
poésie. La poésie est écologique en même temps qu'elle est philologique. Et d'ailleurs, on pourrait multiplier ces espèces de néologismes. J'en avais forgé un que je ne trouve pas mauvais, c'est celui de géocide, c'est-à-dire un géocide est en cours, c'est-à-dire après les génocides, si l'on veut, et d'ailleurs ceci continue, bien entendu, en route vers un géocide dont la caractéristique, c'est qu'il ne pourra pas y en avoir deux, puisque précisément, si la déterrestration est complète, comme les journaux, les films, les médias, au fond, nous en parlent depuis une ou deux générations, quand tout à coup arrive l'hiver nucléaire ou ces fantasmagories-là, dans leur approche, c'est ça dont il est question. Vous dites aussi, Michel Deguy, que l'écologie, au sens où vous l'entendez, est une affaire trop sérieuse pour être confiée au seul vert. Oui. Donc, évidemment, le poète... Vert, V-E-R-T-S, mais vert, V-E-R-S aussi. Alors, je cite là aussi, donc dans ce texte sur le géocide, ce néologisme dont vous êtes l'inventeur, pour donner un exemple concret justement de cette approche poétique de questions d'actualité, de questions graves. L'écologie est-elle apocalyptique ? Demandez-vous. Oui, j'ouvre le journal de décembre, Le Monde du 27 par exemple, et je lis en première page « Vorace, consommateur d'énergie et de ressources rares non renouvelables, notre mode de vie est à terme irrémédiablement condamné. » C'était Jean-Pierre Dupuis. Je tourne la page. Voici Sofri, du fond de sa prison italienne. Chacun sait que ce monde est fichu, consommation, guerre, etc. Il faut changer de route. Je feuillette et voici les nouvelles de la Terre. Le Congo pillé comme une vulgaire bijouterie, l'Espagne noircie au goudron, les plages taguées par la mafia des armateurs, l'Argentine faillie entre en famine, la Colombie en arcose, la Côte d'Ivoire en chaos tribal, Bali saute sur une voiture piégée, la Palestine se suicide, guerre civile au Venezuela, le Nigeria lapide ses femmes, l'Irak crève de faim, la Corée du Nord irradie son matin radieux, le sida dévore l'Afrique, entame l'Asie, etc., si l'on ose dire, esclavage des enfants, prostitution, déforestation. Et si j'avais le temps d'en élaborer le concept, je parlerais de la délinquance générale. Edgar Morin conclut, je suis un peu long, pardon, oui. Mais c'est pour donner une idée très très large. Edgar Morin conclut l'année d'un titre, Vers l'abîme, que son point d'interrogation n'atténue guère. Pour frapper fort à mon tour sur le gong, j'ai forgé un néologisme pour impressionner. Un géocide est en cours. Et j'ajouterais dans l'actualité de la semaine dernière ceci, donc que j'ai observé comme tout le monde à la télévision, le coup de la Somalie, c'est-à-dire le tsunami arrivant en Somalie, fait maintenant savoir que sur les plages de cet État qui n'est plus un État, cette espèce de terre abandonnée qu'on appelle la Somalie, les Occidentaux, par cargo, déchargent leurs déchets. Et donc maintenant le tsunami, nous l'avons vu, est en train d'éparpiller dans la mer les déchets de mercure, pourquoi pas de plutonium, n'importe quoi. Donc c'est une des poubelles du monde. Donc si vous voulez, la liste ne cesse pas de s'allonger. Au fond, l'étonnant, je trouve, c'est que de ce danger, de ce péril, c'est comme si les opinions n'étaient pas assez avisées. C'est-à-dire qu'il faille encore dire, au fond, ceci très simplement, à savoir que l'écologie n'est pas une affaire d'environnement, au sens où il faut faire attention aux poubelles dans les faubourgs, mais en chargeant beaucoup plus le mot environnement, c'est-à-dire finalement la terre, que ce motif écologique ne soit pas encore plus prégnant, plus présent, au point d'entraîner peut-être, ça n'est pas sûr, mais d'entraîner peut-être une conversion, n'exagérons pas, mais enfin un souci général qui oriente vers une forme de détour ou d'alerte générale, parce qu'on ne s'en tirera pas avec la NASA qui, à la dernière minute, comme dans les films, éloignera le terrible danger qui s'approche. Non, d'ailleurs, j'en reviens à déterrestration. Il n'y a pas de doute que dans l'imagination actuelle, et je pense que c'était aussi chez Jean-François Lyotard, un scénario catastrophe se prépare du genre. Ces milliards d'humains vont finir par rester sur leur terre abîmée. Quelques-uns, quelques dizaines, quelques centaines, s'en tireront. Et on peut imaginer une humanité abandonnant carrément cette terre à sa misère, à son africanité. Je prends l'Afrique parce que pour nous tous, c'est spectateurs, j'allais dire, c'est de voir que
la pauvreté ne cesse d'augmenter en Afrique, la maladie ne cesse de ravager l'Afrique, etc. C'est la métonymie du péril de l'Afrique. Donc on abandonne l'Afrique et on s'en va construire des usines sur la planète Mars. Alors c'est un petit peu la menace du devenir habitacle qui guette cette planète. Oui, c'est ça. Alors habitacle, j'essayais de le prendre dans un sens, majoré, toutes les formes d'habitacle, y compris le bout de la fusée dans sa super technologie qui rend possible justement la sortie de la pesanteur. La Terre, c'est la pesanteur. La Terre, c'est la gravité. Donc l'arrachement à la pesanteur veut dire l'arrachement terrestre. Mais il y a aussi dans habitacle toutes les formes de réduction de l'habitation à des petits compartiments pour survivre. Donc j'essaye de prendre une vue générale du devenir habitacle, de la ci-devant habitation. Et alors bien entendu, tous ces motifs ne demandent pas seulement à être passés au noir, à la daumie dans une caricature, mais au fond en même temps à ouvrir une recherche de ce que j'appelle, dans ce volume aussi, ça et là, l'attachement, c'est-à-dire l'attachement terrestre, détachement à la Terre, et par conséquent le poème aussi pour continuer à aimer et à inventer des formes de mondanisation dans la mondialisation, que sais-je. Il y a un immense programme qui n'est pas simplement une fresque pessimiste de la dévastation. Pour vivre ici, Paul Éluard, lu par Paul Éluard. Je fis un feu, l'azur m'ayant abandonné, un feu pour être son ami, un feu pour m'introduire dans la nuit d'hiver, un feu pour vivre mieux. Je lui donnai ce que le jour m'avait donné, les forêts, les buissons, les champs de blé, les vignes, les nids et leurs oiseaux, les maisons et leurs clés, les insectes, les fleurs, les fourrures, les fêtes. Je vécus au seul bruit des flammes crépitantes, au seul parfum de leur chaleur. J'étais comme un bateau coulant dans l'eau fermée, comme un mort, je n'avais qu'un unique élément. Pour vivre ici par Paul Éluard, lu par Paul Éluard. C'est un des programmes que vous assignez aussi à la poésie, Michel Deguy. Nous aider à vivre ici. Oui, mais c'est pas, si vous voulez, bien entendu. Je dis bien entendu parce que c'est pas un programme, mien ni éluardien. C'est une des manières de dire l'intérêt qu'on porte à la poésie, que la poésie porte. Finalement, la poésie, c'est de l'intérêt porté à, alors là, le philosophe peut dire à l'être qu'il y a, ou bien à ce monde en termes, ou à la vie, ou à l'existence. Vous voyez, donc, nous, à cette manière de ne pas être seul au monde qui est la nôtre, c'est le motif le plus constant et d'une certaine manière le plus banal de la poésie que j'appelle maintenant donc celui de l'attachement au terrestre. Alors, évidemment, il faut tout de suite dire, ça se passe en mots, ça se passe en phrases, ça se passe dans la langue. Parce que je pense à une exposition de photos qui a été un événement, la Terre vue du ciel. Ça pourrait très bien être le titre pour un grand recueil de poèmes ou même pour l'ensemble des œuvres poétiques, la Terre vue du ciel. Non. Donc c'est une chose de faire la photo, cette magnifique exposition d'Arthus Bertrand qui en fait déjà le tour de la Terre, et c'est une autre d'insister en tant que motif de motif de dire, de motif de langage. Je veux dire, c'est l'affaire du poème, c'est la Terre vue du ciel en poème, c'est-à-dire en phrase, c'est-à-dire en langue vernaculaire et maternelle, c'est-à-dire pour chacun en même temps la beauté de la langue au service de cette beauté, comme on l'appelait autrefois. Alors, il y a les mots, dites-vous, Michel Deguy, il y a les phrases, il y a la traduction, etc. La linguistique fait la loi, mais la poétique dérègle la circulation, disait Rimbaud. Il ne le disait pas exactement comme ça, mais il l'aurait peut-être dit comme ça aujourd'hui. Oui. Donc, c'est une manière de saluer tout ce qui a le caractère scientifique. La poésie n'est pas de la linguistique. Mais bien entendu, ça a été une de mes attitudes à moi constantes. Il ne s'agit pas une seconde d'ignorer ou de mépriser ce qui se dit
scientifiquement, avec ou sans guillemets, au sujet du langage. Donc, ça, c'est une manière de dire maintenant, l'invention proprement poétique qui fraye des phrases dans la langue vernaculaire, elle a pour but une beauté, et une beauté du sens, hein, et elle ne se prend pas non plus pour de la linguistique, mais elle ne l'ignore pas. Alors, dans le texte intitulé « Pour une raison poétique », donc dans ce recueil au Jugé, vous énoncez 5 propositions pour ce matin. 5 propositions donc concernant la poésie. Alors d'abord, vous dites la poésie, cette petite chose un peu ridicule. Oui. Small is beautiful. Small is beautiful. Alors voilà, ça c'est une allusion, et d'ailleurs je vais développer ces choses-là aussi ailleurs, à ceci que le sort actuel de la poésie, comme sort public et social, est ce qu'on appelle le sort culturel. Donc l'assignation du poème ou de l'entente des choses poétiques dans des emplacements qui sont toujours des emplacements secondaires. Mais je ne dis pas ça, si vous voulez, comment dire, avec désespoir ou sarcasme. C'est comme ça. Le culturel, j'ai une attitude complètement équivoque à l'égard du culturel. D'une certaine manière, c'est une réduction. D'une autre manière, et en même temps, c'est la façon de conserver la place. Exemple, dans le Printemps des poètes qui commence la semaine prochaine, dans les anthologies, d'ailleurs j'ai participé à une anthologie lancée par André Velter et Para, les passeurs de mémoire, etc. Tout ça est extrêmement utile. Au fond, j'allais dire, utile et important comme la présence de la poésie à l'école, qui est aussi au programme. Mais s'il n'y avait pas l'entente de la poésie à l'école primaire, puis secondaire et enfin dans les études supérieures, d'une certaine manière, elle disparaîtrait. Alors c'est ça que je veux dire. C'est pas, comment dire, râleur. Ça veut dire les premiers grands médias ne donnent pas à entendre volontiers les poètes ou les poèmes, plutôt le romanesque, etc. Mais la place numéro 2, Small is beautiful, la petite place culturelle, elle est là. Et d'une certaine manière, il faut repartir de là, puisqu'on n'a pas le choix. Alors, les 5 propositions, les voici. Donc, d'une part, c'est la poésie, vous l'appelez, vous la dites, s'intéresser au peu visible. Oui. Non pas à l'invisible ou à l'inconnu, comme on l'a déjà entendu, au peu visible. C'est ça. Ça, c'est une affaire difficile. C'est-à-dire, ce qui s'annonce là, c'est la question suivante. Est-ce que l'image iconique, la scrénisation, l'écran général, qui est notre manière d'assister au phénomène, de participer aux choses, va prendre toute la place, ou quelle sera... Comment faire pour que ce que j'appelle le logique, qui n'est pas la logique formelle ou mathématique, mais c'est le logos, logique en grec, c'est-à-dire l'image, mais en mots, en rapprochement de mots, en phrases, nous devons, comment la maintenir dans son exigence, etc. De manière à ce que l'image ne soit pas, ce qu'on appelle l'image ne soit pas pour les contemporains, simplement, toujours de l'ordre de ce qui éclate à l'écran, de l'ordre de cette visibilité-là. Donc ce qui est peu visible entre le scrénisé publicitaire, l'hyperscopie des scientifiques et aussi la banalité des perceptions ordinaires, une attention qui était celle par exemple de Francis Ponge. Mais quand Francis Ponge fait attention à l'huître, à l'électricité, etc., il le fait, comme il dit, compte tenu des mots, c'est-à-dire ce qui peut être vu du phénoménal, la visibilité, compte tenu des mots. C'est ça qui est en question. Alors la deuxième proposition, vous l'intitulez « Le sublime » et vous dites, vous auriez pu l'appeler aussi « Au-dessus du volcan ». Je dis bien « Au-dessus du volcan ». C'est la référence... à ce roman de Malcolm Lowry. Je voudrais faire jouer un rôle de plus important, au fond, au sublime. On ne m'a pas attendu, bien entendu. Jean-François Lyotard a dit des choses magnifiques sur le sublime. Mais disons, je vais prendre un exemple pour aller vite. Un exemple très simple de chose sublime, c'est quand le feu d'artifice est tiré avec magnificence, par exemple à Paris. Au fond, qu'est-ce qui rend la foule bouche bée, sinon la remontée de ce qui vient de retomber, c'est-à-dire ce mouvement de rechute et de gravir. Et ça, c'est sublime. C'est ce que j'appelle aussi le fait de retenir la chute, dont toute notre histoire comme histoire des rechutes, ce qui pourrait être aussi d'ailleurs une manière de parler de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie si on rechute? Je prends aussi l'exemple du danseur en disant que le danseur, il tombe moins vite que nous, il retient sa chute. Et j'essaye donc d'assigner le sublime, si vous voulez, dans des exemples très simples. Et en même temps, la question est
comment transporter ce sublime-là dans les phrases, dans le logique, comment dire, à la fois attirer l'attention vers des spectacles de sublime et au ressort du sublime, vieille affaire en Occident, dans la rhétorique. Oui, alors la rhétorique, c'est ce qui occupe les deux autres propositions, sur la comparaison, sur la périphrase. Mais vous finissez donc cet examen par une proposition intéressante. Vous dites que le poème fait entendre la prose. Il la passe au ralenti. Oui, et il est vrai qu'aujourd'hui, cette question du vers et de la prose, enfin, elle est récurrente depuis un moment. C'est un des grands motifs du XXe siècle, en particulier Walter Benjamin et beaucoup d'autres. C'est-à-dire, au fond, le passage de la poésie à la prose. Qu'est-ce que ça veut dire, le devenir prose de la poésie? Alors, il y a deux choses pour simplifier. D'une part, il s'agit pour chaque locuteur au sujet de sa langue d'entendre sa langue, c'est-à-dire, on peut appeler ça la beauté de sa langue, en freinant l'élocution, qui est l'élocution de la conversation, passer au ralenti la prose, détacher voilà aussi un des sens de détachement, faire entendre la capacité de sens de sa langue, c'est l'office du poème. Regardez, les grands vers de Baudelaire, par exemple, ceux qu'on aime bien citer, sont toujours d'une certaine manière très proches d'un prosaïsme, cette proximité qu'il s'agit de dire. Mais alors, j'ajouterais là, dans notre conversation, pas seulement faire entendre la prose, parce qu'aussi il y a cette capacité de néologiser, qui ne veut pas dire frayer n'importe quel jeu de mots, mais de forcer la langue dans un effort de pensée, aussi bien de faire travailler syntaxiquement et terminologiquement sa langue dans éventuellement une certaine préciosité, ce très beau mot qui caractérisait la poésie pendant 1 ou 2 siècles, le prix des choses dans la préciosité, c'est tout ça qui est en question. Alors, un petit peu de rhétorique avec André Fresneau, un document de 1960. Il y a une inadéquation de la langue à ce que le poète veut dire, enfin, ou à ce que le poète dit, car il sait ce qu'il veut dire après qu'il l'a dit. Et je pense que même à l'époque, où il y avait, à supposer qu'il y ait eu une époque, où il y a eu une coïncidence entre le français écrit et le français parlé, le poète encore n'y aurait pas retrouvé son compte. Je pense que là, même si l'écart s'est creusé entre le français écrit et le français parlé, enfin entre une langue écrite et une langue parlée, en fait pour nous, le français, et en l'année 1960, ça ne change pas tellement la situation et la difficulté du poète, qui doit, à partir d'une langue, quelle qu'elle soit, inadéquate en tout état de cause, dire quelque chose qui n'a pas été dit, enfin, qui touche et qui médiatise une expérience assez exorbitante et qui peut tout de même être entendue. Voilà, avec le savoureux accent bourguignon d'André Fresneau. Ouais. Alors, cette inadéquation entre ce que la langue peut dire et ce que le poète veut dire. Oui, vous savez, je dirais volontiers, en simplifiant un peu, que penser, parler, écrire, si je cherchais à faire un aphorisme un peu grec, le même. Penser, parler, écrire, le même. D'ailleurs, je ne fais pas de différence essentielle entre un effort de penser ce qui est à penser et de savoir ce que nous pensons et l'effort de parler, c'est-à-dire d'écrire. Au fond, l'indivision pensée-langue, non pas dans un savoir ce qu'on a déjà pensé, le reproduire, mais dans un mouvement d'invention et d'improvisation. Improvisation, après tout, ça veut dire découvrir ce qui est là en y avançant, en le parlant. C'est cette zone-là qui est peut-être à habiter, comme l'on disait au début de notre entretien. Voilà. Alors revenons à ce thème, puisqu'il y a un très beau texte dans cet ensemble au jugé dont nous parlons depuis le début de cet entretien. Michel Deguy, c'est un texte sur le paysage. Alors avec le paysage, on est justement dans le visage du pays. Exactement, et la sagesse du pays. Et la sagesse. Paysage, oui, ben, c'était une manière d'entendre, au fond, de quoi, non pas par étymologie, mais de quoi est fait un vocable. Voilà. Alors je vous propose de lire, dans ce texte, vous citez un poème en prose de vous. Oui, je l'intitule « Terre ». Tu rentres, tu quittes le rivage, tu retournes en terre, les amers quittent la mer. Soudain, cette moitié de monde qui était en mer redevient terre, forêt, champs,
campagne. À son tour, celle-ci devient l'océan. Tu reviens au monde des vivants, comme un grec débarqué tournait le dos à l'inféconde. L'immensité se fait solide, moissonneuse, verte et blonde, guéable. Les nuages sont utiles. Tu écartes les buissons de la lisière, rentres dans le bois, retournes à l'épais, l'impénétrable. La forêt de chênes chante. Voilà, oui. Alors c'est un poème que vous avez inclus dans ce texte sur le paysage. Oui, c'est un procédé au passage, je vous le signale, que j'affectionne, mais au fond c'est le procédé de la série, c'est le procédé au fond pictural ou musical. Je reprends dans un autre contexte, on va appeler ça des motifs ou des taches si on parlait comme un peintre, que je remets en circulation, en fonction, bref je les reprends comme quand un peintre dit « Tiens, voilà, ce bleu-là, je l'avais mis dans le tableau il y a 3 ans et je le reprends là ». Donc c'est un poème que j'avais inséré dans une autre séquence 2 ans avant. Le paysage suffit, parcourir des corps et des yeux 20 000 lieues sur la terre, transportés par la marche ou par l'avion, assis à la baie du train rapide ou immobile, à la table d'orientation du sommet, c'est la jouissance de l'incarnation. Oui, il m'arrive aussi, je crois que c'est un des éléments de ma réflexion, de prendre des grands termes, c'est-à-dire des grands concepts, si l'on veut, ou en tous les cas des grandes idées de la tradition religieuse. C'est-à-dire, brutalement, ça donnerait quelque chose comme ça. Il y avait un dire et un discours de l'incarnation au long des siècles en théologie catholique et aussi en enseignement chrétien ordinaire. N'est-ce pas notre responsabilité d'écrivain que de dire qu'est-ce que je fais entendre aujourd'hui par incarnation si je remets le mot dans ce texte, comme Merleau-Ponty a parlé de la chair, ou donc les différences corps, chair, etc. C'est tout ceci. Donc le retour, la reprise de ces grands... Le mot ne suffit pas, disons pour le moment entre nous des grands mots de la tradition de pensée, qui est aussi une tradition théologique et philosophique. C'est un des enjeux de l'écriture que parfois j'appelle l'écriture parabolique d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous faites la part des choses, Michel de Guy? On le voit dans vos livres, il y a des livres de philosophie, des livres de poésie, mais dans ces textes qui sont des textes d'intervention, des chroniques, souvent publiées dans des journaux, etc., est-ce que vous faites la part du philosophe et du poète? Oui, la part, mais enfin, disons, comme dans une cuisine, on fait la part au sens où quand on mélange les choses, on cherche à faire un bon plat cuisiné. Alors les ingrédients peuvent être différemment, selon l'auditoire, évidemment, il faut toujours tenir compte de ça. Si j'étais en cours à l'université ou bien dans une conversation avec des gens plus jeunes, etc., là, il s'agissait de dire des choses comme en ce moment même à la radio. Donc ça va être... C'est pas du tout amoindri ou tamisé, mais ça va être un dire tel qu'on puisse le comprendre en l'entendant, donc pas trop, avec des choses pas trop compliquées. Mais attention, le complexe est toujours là. Il s'agit de dire le plus bellement possible des choses compliquées. Ça, nous sommes bien d'accord. Alors maintenant, disons, pour chercher une formule, je dirais, l'affaire de la poésie, c'est la poétique, selon le mot très ancien d'Aristote qui court jusqu'à aujourd'hui, où il y a une revue qui s'appelle Poétique. C'est-à-dire, la réflexion de la poésie sur elle-même lui appartient, c'est la poétique. Donc, la pensée de la poétique et la poétique de la pensée, si par là on veut dire que la philosophie, de toute façon, qui parle en langue maternelle, ne peut pas faire autrement que de parler selon les grandes figures, les grandes images, les grandes articulations rhétoriques. Et donc la philosophie est poétique, simplement elle est dans notre langage. Donc il y a un cercle entre, je dirais, poétique de la pensée et pensée de la poétique au sens de la réflexion de la poésie sur elle-même. Merci Michel de Guy. Je rappelle que vous êtes écrivain, poète et que vous êtes également directeur de la revue Poésie chez Belin. Vous avez publié Au Jugé aux éditions Galilée, ainsi que Le Sens de la Visite aux éditions Stock et Donnant Donnant en collection Poésie chez Gallimard. C'était Habiter en poète, second volet de cette série intitulée Écrire la poésie, que nous retrouverons demain avec Yasmine Getz, Les chemins de la connaissance, une émission de Jacques Munier, réalisée par Christine Berlamont, à la console aujourd'hui Jean Frédérix.